à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette conversation avec Pascal Bittard, président fondateur d'Idol. Bonjour Pascal. Bonjour Wafa. Alors nous allons passer 45 minutes à évoquer votre parcours et votre société Idol qui a été fondée en 2006. Idol est un des pionniers de la distribution digitale, devenu rapidement un des leaders du marché avec une dimension internationale et surtout une pleine indépendance. Voilà, on va développer tout ça ensemble. Commençons par évoquer rapidement l'avant 2006, l'avant création d'Idol et votre parcours à travers plusieurs labels. D'accord. Donc mon parcours dans la musique, il commence en 1994, ça fait longtemps, chez Sony, où j'ai d'abord commencé comme commercial, une très bonne formation, pendant quelques années, avant de diriger toujours chez Sony un département qui était le département de la distribution des labels indépendants. Je le signale parce que c'est un métier qui ressemble fortement à celui que je fais aujourd'hui. C'était bien sûr dans le physique à une autre époque, mais d'abord j'ai travaillé déjà en major avec des labels indépendants et ensuite j'ai appris beaucoup sur la relation distributeur-distribué à cette époque-là. Ensuite je suis passé directeur marketing dans un label cette fois qui s'appelait V2, qui n'existe plus, qui a été racheté après mon départ par Universal. C'était la filiale française d'un label anglais, indépendant. Là, j'ai appris un peu plus toute la partie marketing label. Qui lui-même était distribué par Sony, c'est ça? Absolument. Vous avez fait les deux côtés. J'ai fait les deux côtés. Et ça m'a beaucoup servi quand j'ai monté Idol. Et donc, en 2005, l'aventure V2 se termine. Et en fait, il y a eu plusieurs raisons à cette création d'Idol. La première et peut-être la principale, c'est que j'avais envie de créer mon entreprise depuis très longtemps. Voilà, c'est quelque chose que j'avais en tête. Je ne pourrais pas trop l'expliquer, mais j'avais deux envies très fortes. Une, de travailler dans la musique, ça j'avais réussi. Et l'autre, c'était quand même d'avoir ma petite boîte, mon aventure personnelle. Voilà, donc à ce moment-là, après 10-12 ans comme salarié, ou d'ailleurs qui s'était très bien passé, je cherche un petit peu des idées. Je vois ce métier d'agrégateur qui commence à pointer son nez. Il y avait déjà des agrégateurs américains qui venaient de se créer depuis quelques années, comme The Orchard, Yoda. Believe était là depuis une grosse année, je pense. Bon, tout ça en était assez balbutiement. Le numérique représentait quelques pourcents de l'activité du marché, de l'activité des labels. Et voilà, avec une grosse envie, sans trop hésiter, parce que j'ai trouvé que ce métier, alors contrairement, on m'a souvent qualifié de visionnaire, très franchement, c'était pas le cas. C'était plus le fait de trouver une activité qui correspondait fortement à tout ce que j'avais développé auparavant comme compétences. Donc voilà, à ce moment-là, j'hésite pas trop, je réfléchis pas trop, tant mieux, je pense, et je me lance dans l'aventure. Alors justement, comme vous dites, c'est un nouveau métier, c'est le début du numérique, on est en pleine crise du disque. Comment on fait pour se lancer dans un métier où il y a tout à faire? J'avoue que c'était pas évident, parce que je me suis lancé tout seul, from scratch, effectivement, dans un métier qui venait de naître, dont on ne savait pas s'il allait vraiment se pérenniser. Moi, je n'étais pas sûr à 100% que l'agrégateur, ça existerait encore 4 ans plus tard. Et dans un secteur le numérique, qui en était assez balbutiement. Voilà, donc il faut aller voir des plateformes, aller voir des labels. Les plateformes, je les connaissais un petit peu quand même, parce que j'avais débuté ces activités chez V2 dans mon métier précédent. Donc les plateformes de l'époque, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais iTunes à l'époque, Fnac Musique, Virgin Mega, Starzik et quelques autres. J'avais déjà un bon relationnel avec elles, donc bon, ça j'ai été reçu par elles. Et les labels, on va dire que c'était un peu plus compliqué parce que les labels à l'époque, d'abord ils étaient empêtrés dans la crise du disque, donc ils n'étaient pas dans une très grande forme. Ensuite, c'était pas des grands fans d'Internet parce que c'était pour eux, à tort ou à raison, la raison de la crise du disque, en fait, le piratage sur Internet. Voilà. Et en plus, ils voyaient que ce numérique qui arrivait nous rapportait des clopinettes, parce que c'était vraiment, en termes de revenus, c'était dérisoire. Voilà, mais la chance que j'ai eue, c'est que j'avais un réseau, moi, de labels indépendants assez solide, de très beaux labels indépendants avec lesquels j'avais travaillé chez Sony.
en l'occurrence atmosphérique, Marc Tonon, qui m'a toujours beaucoup aidé, beaucoup soutenu et que je salue. Francis Dreyfus à l'époque, qui était plus âgé mais qui avait un des plus beaux labels de jazz en Europe, enfin label de jazz indépendant en Europe. Gilda Loeg, de Kitsune, voilà, j'ai quelques labels de renom qui m'ont fait confiance. Et c'est parti comme ça. Comment vous avez fait pour les convaincre? Quels ont été les arguments pour qu'ils vous laissent leur catalogue à numériser? Franchement, je ne me rappelle plus, mais je crois que ça s'est beaucoup... C'était difficile de leur expliquer comment allait évoluer le numérique et qu'ils allaient faire fortune grâce au numérique, parce que franchement, j'en savais rien. Par contre, je pense que c'était toujours un revenu additionnel, qui était en train de naître, qui était tout petit, mais qui était quand même face au physique qui était en forte baisse. Et après que quelque part ça leur c'est que ça leur coûtait rien, ils n'avaient rien à perdre. Et puis j'ai joué, je pense, beaucoup de la confiance qu'ils avaient en moi. Faut être sincère, hein, j'avais pas énormément d'arguments. Comment s'est passée l'évolution justement de l'utilisation du numérique? Sur combien d'années vous avez pu peut-être voir des apports concrets? L'évolution, elle a été permanente depuis le premier jour. À l'époque, d'ailleurs, quand j'ai commencé, il y avait encore une partie qui n'existe plus, qui était la téléphonie, qui était finalement la seule partie qui, pour une partie des catalogues, rapportait vraiment de l'argent. Les sonneries téléphoniques, je ne sais pas si certains se rappellent. Peut-être pour les plus jeunes, on peut expliquer comment ça fonctionnait. Ceux qui n'ont pas connu les 3310. C'était payé pour mettre un morceau de musique à la place de sa sonnerie, qui existe toujours, mais à l'époque c'était un business qui rapportait déjà plus que ce que pouvait rapporter iTunes, Fnac Music ou Virgin Mega. Du coup, j'ai oublié la question. Du coup, l'évolution a été permanente. Oui, et l'évolution, elle a été permanente, c'est justement, parce qu'après, on va certainement parler du streaming, mais jusqu'à ce que le streaming s'installe vraiment durablement, qui devienne majoritaire qui devienne important et majoritaire dans le business du digital. Je pense que chaque année, on m'aurait demandé ce qu'allait être l'année suivante, j'aurais été incapable de répondre. Ça bougeait tout le temps, il y avait des nouveaux acteurs en permanence, d'autres qui disparaissaient. Bon, ça a quand même été très porté par iTunes, qui était critiqué à l'époque, mais iTunes a inventé le numérique dans la musique, a imposé son modèle, beaucoup le critiquaient, mais bon, ils ont fait un truc simple, 1 euro le titre, 10 euros l'album, un site très ergonomique qui fonctionnait bien, comme savait le faire Apple. Et c'est quand même, tout s'est articulé autour de ça au départ. La partie téléphonique que je soulignais, ça a disparu assez vite. Et après, il y a eu des premières tentatives autour du stream, de boîtes du stream gratuit ou du stream payant, de boîtes dont j'ai oublié le nom, jusqu'à ce qu'arrive Deezer, un tout petit peu avant Spotify, il faut le rappeler. C'était en quelle année à peu près ? Je dirais 2008. J'ai une très très mauvaise mémoire des dates, mais c'est autour de 2008, à un an près. Spotify qui est arrivé très vite après, qui avait peut-être d'ailleurs préparé son projet parallèlement, de manière peut-être plus importante et plus ambitieuse. Mais bon, c'est à notre niveau, on a signé avec Deezer puis Spotify. Avec un modèle sur lequel on est tous un peu suspicieux, parce que tout d'un coup, on va dire, de louer la musique, par rapport à la valeur de la musique, ça a bousculé beaucoup de nos habitudes, de nos certitudes. On n'était pas forcément... ça a été difficile à accepter, la montée du streaming, mais quelque part, quand on le prend quelques années plus tard, pas aujourd'hui, mais même quelques années plus tard, il y avait encore énormément de piratage, j'aime pas trop ce mot-là, mais dans la musique, donc de musique qui se téléchargeait gratuitement, ça faisait quand même si c'est pas la seule raison de la crise, j'ai toujours dit ça, mais ça en était une, ça faisait quand même du mal à l'industrie. Les jeunes à l'époque ne voulaient plus payer, ils payaient pour autre chose, ils mettaient leur argent dans leur téléphone, dans leurs jeux vidéo, ailleurs, mais pas dans la musique. Et en fait, nous, dans la musique, j'étais dedans, on essayait de se défendre, donc c'était, si je caricature un peu, il fallait qu'on arrête tous les jeunes, qu'on les mette en prison, et pour arrêter le piratage. Et il y a des gens de la tech qui, eux, se sont dit, il faut prendre le problème autrement, en fait. Il faut leur proposer gratuitement comme ils le souhaitent, et puis après, petit à petit, on les amènera vers le payant. Et à ce moment-là, on est obligé d'avouer, nous tous, les gens de la musique, ils ont peut-être été un petit peu plus visionnaires et malins que nous. Bon, après, on a très vite suivi, on a très vite compris que ça allait
nous sauver quelque part, hein, parce que moi je pense qu'on peut dire que le streaming a sauvé le disque de la crise des années, des années 2000. C'est vrai que ça a dû être encore plus compliqué de convaincre les artistes de mettre à louer leur musique, de savoir quelle est la valeur de sa musique, combien on l'écoute, etc. Le principe du calcul de la rémunération, qui est encore un sujet aujourd'hui dont on reparlera certainement, il est compliqué dans le streaming. Déjà, on est sur un modèle d'usage, on n'est plus sur un modèle de possession. Donc au début, le truc qui circulait, c'est mais attendez, mais c'est un titre va nous rapporter des dixièmes de centimes. C'est pas entendable en fait, parce que c'est des sommes qui sont trop petites et ça a choqué tout le monde. Après, il fallait le ramener au fait que c'est une location, que c'est des très gros volumes de stream, qu'on stream beaucoup plus longtemps au fil des années. Et qu'au final, c'est un modèle qui est bien pensé. Mais il est quand même très différent. Alors, on y reviendra certainement, mais le fait que ce soit un modèle d'usage par rapport à un modèle de possession, ça change plein de choses pour le public, pour les utilisateurs et pour les professionnels. Ça a bouleversé beaucoup de choses. J'ai souvent dit qu'il y avait beaucoup plus de différences entre le téléchargement et le streaming, là pourtant on est déjà dans le digital, qu'entre le physique et le téléchargement. Parce que quand on est passé du physique au téléchargement, bon, c'était du dématérialisé, mais c'était un peu le même principe. Que ce soit pour le public ou pour les professionnels. Bon, on achète un album, on le paye, bon après, au lieu d'avoir une galette, on a un fichier. Mais par contre, quand on est passé à ce modèle d'usage, ça changeait énormément. Et donc j'étais en train de vous dire que... En termes de chiffres pour Idol, ce passage au streaming, j'imagine que ça a dû propulser votre activité et peut-être rendre encore plus attractif votre métier. Ça a été assez linéaire, oui, ça a accéléré. En fait, donc le streaming, il arrive en 2008. Et de mémoire, dans notre chiffre, mais je pense que c'est les chiffres du secteur, dans notre chiffre donc, du digital, hein, de ce que rapporte le digital à l'industrie, c'est vers 2013-2014 que le streaming commence à représenter plus de 50% des revenus du streaming. Bon, avec une croissance forte et qui n'a cessé de continuer, hein, enfin qui n'a cessé de continuer, c'est pas terrible. Mais... Donc 50% des revenus de la musique. Du digital. Du digital. Du digital, avec parallèlement le physique qui continue à baisser et le téléchargement qui a commencé à s'amenuiser petit à petit. Donc au final, alors l'accélération forte, elle est un peu plus tard, mais ça doit être, oui, là, encore une fois, j'ai pas une très bonne mémoire des dates, mais entre 2014 et 2017, on sent, là, à ce moment-là, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, où dans les années, entre 2005 et 2010, on avait du mal à savoir à quoi ressemblerait le secteur un an plus tard. Il y a un moment avec le streaming, à partir de ces années-là, où on s'est dit, ça y est, ça va être le modèle dominant, et plus personne n'a de doute. Et bon, voilà, et on y est encore. Hein. On parlait en introduction de votre spécificité qui était l'indépendance, justement. Et si on met ça en lien avec le développement fulgurant à partir de 2017 du streaming, j'imagine qu'il faut se développer, qu'il faut lever de l'argent, qu'il faut s'adapter de façon rapide et efficace par rapport à ça, par rapport au grand nombre aussi de musiques qui affluent tous les jours de manière aussi indépendante de la part des artistes. Vous avez fait le choix de ne jamais lever d'argent et de rester indépendant. Comment ça se passe concrètement quand on a besoin d'outils technologiques de plus en plus performants et de se développer ? Ça se passe, en fait. Non, alors, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est vraiment un choix de vie au départ. Bon, j'ai monté une boîte parce que c'était mon métier préféré d'avoir une boîte. C'était pas forcément avec des ambitions démesurées. J'avais cette envie très forte de monter une boîte. À un moment, j'arrive à autofinancer un petit peu, ça se passe. Et j'avais cette passion pour ce métier d'entrepreneur. Je n'avais pas forcément une passion pour tout ce qui est investisseur, financier. J'avais même un peu peur de ces milieux-là. Et j'avais envie surtout d'avoir ma propre aventure tout seul, de mener ma barque tout seul, de prendre mes décisions, etc. Donc c'est un choix dont je savais dès le départ que d'un point de vue business, c'était pas forcément le bon choix, c'était risqué de refuser, et d'autant que c'était dur à accepter pour les labels à côté desquels je travaillais. Les labels cherchaient tous de l'argent et n'en trouvaient jamais, parce que les investisseurs ont peur d'investir dans un label, c'est beaucoup trop risqué. Alors que ce nouveau métier d'agrégateur, c'est Internet, c'est international, c'est des faibles marges, mais c'est moins risqué. Il y avait tout ce qui plaisait aux investisseurs, donc on a été assez fortement courtisés.
Mais malgré ça, j'ai toujours dit, bon, si un jour j'ai plus le choix, je ferai appel à un investisseur, mais tant que je peux ne pas le faire, c'est mon choix personnel, c'est mon plaisir. Je crois que petit à petit, bon, d'abord ça s'est bien passé, on a réussi à construire une économie qui est saine et assez solide par rapport à la taille de la boîte. On a toujours été rentable, on a toujours réinvesti. Je crois que cette position qu'on a, du coup, parce que ça a des désavantages, hein, c'est-à-dire qu'on a grandi moins vite, on pourrait être 3 fois plus gros si j'avais, j'allais dire, accepté de lever des fonds. Mais bon, donc, ces inconvénients, c'est qu'on est moins riche et moins gros, mais à côté de ça, pour moi, il y a plein d'avantages. Aujourd'hui, il y a le fait que, d'abord, on est stable. Hein. On n'a pas changé 10 fois de patron. On est super souple et flexible. On s'adapte au changement du marché, aux besoins des labels. Tout va vite. Hein. J'en oublie, mais il y a un côté assez confortable. Alors après, c'est ma mentalité, c'est mon choix. Pour d'autres, ça serait moins confortable. Moi, j'aime bien, et j'aime bien cette position de David contre Goliath, parce que nous, il se trouve que du coup, de par ce choix, tous nos concurrents sont des boîtes qui sont 10, 20, 30, 50 fois plus grosses que nous, puisque nos concurrents dans la distribution, c'est les majors, c'est des grosses boîtes comme Believe, comme Fuga, c'est des boîtes très très financées. Et je trouve ça, au final, c'est un peu maso, hein, mais je trouve ça plutôt excitant d'avoir cette position, de bien s'en sortir, de ne pas rougir des services qu'on rend par rapport à ces très grosses boîtes. Donc voilà, je crois que l'identité de la boîte, elle s'est construite là-dessus, et je pense même que toute l'équipe adhère à ça, avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Alors l'identité de la boîte, c'est aussi construite sur vos choix artistiques. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce lien distribué-distributeur. Je vais citer quelques noms de labels que vous distribuez. Microclimat, Infine, 75e session, Kitsune, mais aussi des artistes. Et on va en parler. La Femme, l'Impératrice, Meryl, Oumou Sangaré, Jazzy Bass et j'en passe. Comment vous faites votre choix pour signer d'abord les labels, parce que c'est essentiellement des labels que vous signez? Alors, à la base, on distribue des labels, effectivement, puisque, c'est d'ailleurs assez logique, hein, puisque dans un deal de distribution, l'essentiel des revenus, il va au label, mais l'essentiel du travail va au label aussi. Donc, il y a une logique à ce qu'en distribution, après on y reviendra, ça a beaucoup changé, mais au départ, un distributeur est un distributeur de label. Nous, on a toujours été très sélectifs. Ça aussi, c'est des choix, c'est comme l'indépendance en fait. C'est des choix que j'ai fait sans trop réfléchir parce que c'est ceux dont j'avais envie. Voilà. J'avais envie de distribuer des artistes dont j'étais fier, des labels dont j'étais fier. Donc on choisissait beaucoup. Depuis le début, on voulait un roster qui ait une certaine esthétique. Alors c'est pas que les artistes ou les labels que j'aimais personnellement, mais on voulait qu'il y ait des démarches artistiques crédibles, honorables, enfin des labels qu'on soit fier de distribuer. Donc ça, c'est le premier, c'est instinctif, c'est intuitif, c'est le premier choix, il est artistique. Après, petit à petit, on s'est très vite professionnalisé et on est resté très sélectif, mais on a rajouté d'autres critères parce que on peut avoir les plus beaux albums de la Terre, il faut qu'il y ait des gens qui sachent les travailler. Et nous, en tant que distributeur, on ne pourra pas tout faire à la place du label. Donc on sélectionne beaucoup sur le professionnalisme des équipes qu'il y a dans le label, parce que c'est primordial. Ça change tout. Nous, si on a une très bonne équipe, il va y avoir une synergie et je pense qu'on va pouvoir lui amener beaucoup. Et si on a une équipe qui se débrouille pas bien, on ne pourra pas tout sauver. Donc, et puis même sur l'agrément de travail, c'est quelque chose de très important. Voilà. Et après, il y a le fait dans cette sélectivité, il y a le fait de pas trop signer, parce que, comme je l'ai dit, on est une petite boîte qui se battons au milieu des gros depuis toujours. Et qu'on est obligé, nous, d'être très bons dans notre qualité de service, d'être très présents, d'être très disponibles, parce que voilà, on n'a pas la marque et la puissance de nos concurrents. Voilà, on est obligé d'avoir de très bons résultats. Et une des clés, c'est très mécanique, hein, c'est pas parce qu'on est des génies, c'est de signer pas trop, et de ne pas trop signer, pardon, et de garder un équilibre entre la disponibilité, les compétences de nos équipes et le nombre de labels qu'on a à distribuer. Alors après, sur la manière de le faire, on a une méthode très collégiale chez nous, parce qu'il y a
on va dire des DA, c'est pas forcément comme ça qu'on les appelle chez nous, mais des gens qui sont censés s'occuper des signatures, de recevoir les appels entrants et d'aller chercher des labels ou des artistes aujourd'hui qui nous intéressent. On y reviendra sur les artistes. Mais après, on étudie toujours de manière très très minutieuse chaque candidature ou chaque relation, contact qu'on a avec un label ou un artiste. Et c'est très collégial parce qu'on fait participer le patron du label management, donc du service qui va être au contact des labels tous les jours. On fait participer la personne qui va parler avec les plateformes, parce que c'est lui qui va pitcher les titres et qui sait si ça va être plus ou moins dur à travailler. On fait participer des gens, alors tout dépend du type de label, de l'audience développement, de l'équipe YouTube, de l'international. C'est moi qui signe à la fin et qui choisit, mais il y a un aspect très collégial chez nous. C'est cette manière de faire, qui, on va dire, est une de vos forces si on parle de toute la concurrence aux avances, parce que si on revient sur les chiffres, les plus gros peuvent mettre sur la table beaucoup plus d'argent, avec des avances beaucoup plus importantes. Est-ce que c'est ça qui vous permet aussi d'attirer, de créer un lien et de voir aussi les labels et les artistes qui misent plus sur la qualité du service que sur un gros chèque? Alors, très immodestement, je dirais que c'est notre qualité de travail et de service qui nous fait signer des artistes. La manière dont on signe et les artistes qu'on signe, je ne sais pas si c'est la clé du succès. En tout cas, c'est la clé de ce qu'on veut construire. C'est l'identité d'Idol aujourd'hui, notre roster. Parce que je pense qu'on pourrait dire qu'on est un des rares distributeurs à avoir une ligne éditoriale aussi forte. En général, les lignes éditoriales assez fortes, c'est plutôt chez les labels. Nous, en tant que distributeur, on en a quand même une qui est assez forte. Donc, ça nous donne une couleur, ça peut nous donner une certaine attractivité, j'en sais rien, c'est pas à moi de juger. La qualité de notre travail, par contre, elle compte. Et pour rejoindre quand même ce que vous dites, il y a un truc qui est important, c'est qu'on est très sélectif et je pense qu'on signe bien. Il y a beaucoup de labels, dont certains que vous avez signés, avec lesquels on a grandi et qui sont restés avec nous depuis plus de 10 ans et qui se sont énormément développés. Donc notre croissance d'Idol, parce qu'on a quand même beaucoup grandi, même si on reste une petite boîte, on a énormément grandi depuis 17 ans, bientôt 18. On a grandi grâce à nos signatures, à notre développement organique. On a grandi grâce au marché, on est sur un marché porteur, parce que le fait de partir au tout début du secteur du numérique, forcément, c'est très dangereux au début, mais après ça aide. Mais on a grandi aussi grâce à la croissance organique de nos labels, parce que d'une certaine manière, pour rejoindre ce que vous dites, on les a bien choisis. Et on est hyper fiers et hyper heureux. Moi, ça fait partie des grands plaisirs de ce boulot, d'avoir accompagné des labels comme nos formats, comme Infine, comme Heavenly Sweetness. J'en oublie plein, mais parce qu'ils étaient petits, et nous aussi quand on a commencé à travailler ensemble, et ils nous ont aidés parce qu'on s'est énormément nourri de la qualité de ces labels, mais je pense qu'on peut dire aussi que s'ils se sont aussi bien développés, on n'y est pas pour rien, quoi. Donc ça fait partie de notre ADN et on est assez heureux de ça en général. Et du coup, à côté des labels, on a les artistes entrepreneurs, qu'on a évoqué tout à l'heure, une tendance qui est de plus en plus importante, notamment en France grâce au rap. Moi, personnellement, en tant qu'auditrice de rap, les signatures, pour moi, c'était que les artistes avec les distributeurs, donc j'ai appris énormément. À partir de quel moment, peut-être, vous avez commencé, vous, et pas que des artistes de rap, à signer des artistes entrepreneurs, et que pensez-vous de cette tendance qui est en constante évolution? Alors, nous, bizarrement, on a commencé très très tôt, mais on va dire on n'était pas encore dans la grande période des artistes entrepreneurs, puisque assez tôt, on a travaillé avec Étienne de Crécy et Alex Goffer, après la dissolution de leur label Solide. Ces artistes que je connaissais très bien de l'époque V2, que je suis allé chercher en leur disant maintenant vous avez votre catalogue, vous gérez, venez en numérique chez Idol, on va s'occuper de vous, etc. Bon, ça s'est très bien passé, mais c'était eux plutôt des artistes entrepreneurs avant l'heure. Mais plus récemment, je crois que le premier avec lequel on a travaillé, c'est Ibrahim Malouf. Et ensuite, peut-être juste après, il y a eu L'Homme Pâle, et puis ça s'est développé avec Jazzy Bass, La Femme, Trio, Yel, Népal, bon, j'en oublie plein. Mais c'est une proportion très petite de notre roster. On a beaucoup plus de labels on a de plus en plus d'artistes en direct, parce que on va en parler, c'est la tendance. Mais ça reste une minorité et on est encore plus sélectif sur les artistes en direct qu'on peut l'être avec les labels. Alors,
déjà, les artistes, ce qu'on appelle les artistes entrepreneurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils sont en distribution, ils sont censés faire la totalité du boulot que fait un label. C'est pas rien, en fait. Hein. Déjà, quand on est artiste, qu'on doit écrire, composer, interpréter, faire de la promo, faire des concerts, etc., répéter, bon, c'est un boulot à plein temps et plus qu'à plein temps. Donc un artiste qui décide qu'en plus il va faire tout le boulot d'un label, je pense qu'il faut qu'il ait un certain profil, une certaine appétence pour ça, une tête, et je le dis, c'est pas mieux ou moins bien qu'un autre, mais en tout cas il faut qu'il soit particulier l'artiste, pour moi, pour être un artiste, pour prétendre à être un artiste entrepreneur. Ensuite, il faut qu'il soit très très bien entouré. Parce qu'il aura beau être brillant et avoir le profil que je viens de décrire, il n'y a que 24 heures dans une journée, et on sait que le boulot d'un label, c'est hyper chronophage. Donc tout ça, nous, c'est des choses qu'on vérifie. Il y a eu ce mouvement où de plus en plus d'artistes veulent être... alors déjà, depuis très longtemps, là, je pense que la majorité des artistes s'autoproduisent, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Ils produisent leur musique depuis longtemps, je pense que plus de la moitié aujourd'hui, pour avoir des contrats de licence plutôt que des contrats d'artistes. Et puis, le stade au-dessus, c'est d'être artiste entrepreneur. Et pourquoi... alors, il faudrait demander à chaque artiste entrepreneur, mais pourquoi il y a cette tendance ? Je pense que, il y a plein de raisons. Il y a eu la crise du disque qui a beaucoup participé à ça, parce que il y a eu beaucoup d'artistes qui n'ont pas trouvé de label, et toujours aujourd'hui. Hein. Donc à un moment, ils se disent, moi, je préférerais aller dans un label, mais si je n'en trouve pas, je vais aller directement voir un distributeur. Il y a le fait qu'ils ont quand même, depuis une grosse dizaine d'années, une relation directe avec leurs fans, sans avoir forcément besoin des médias comme avant. Donc ça, c'est quand même un acquis qu'ils ont et sur lequel ils peuvent travailler. Il y a le fait qu'ils ont envie de choisir, qu'ils ont envie d'une indépendance, qu'ils veulent une plus grosse part du gâteau. Ça, souvent, c'est une mauvaise raison, parce qu'ils ne se rendent pas compte que s'ils ont 80%, 70 ou 80% des revenus, mais ça veut dire qu'ils vont faire 70%, c'est ce qu'on leur dit souvent, attention, vous allez gagner plus d'argent en proportion, mais vous allez avoir aussi beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'investissement, vous avez besoin de beaucoup plus de compétences, etc. Donc, et donc, du coup, il y a cette tendance, et puis nous en face, on a énormément de demandes et on est encore plus sélectif qu'avec les labels. On en refuse beaucoup, y compris des artistes qu'on trouve hyper talentueux, mais dont on considère qu'ils ne seront pas capables de s'occuper eux-mêmes de leur propre label, de leur auto-exploitation. Vous pensez avoir combien à peu près en pourcentage d'artistes auto-entrepreneurs parmi vos contrats, vos signatures? Je veux dire des chiffres vraiment dans les grandes lignes, mais je pense qu'on a 500 ou 600 labels, ce qui est très peu pour un agrégateur. Hein. C'est microscopique par rapport à nos concurrents agrégateurs dans le monde, et on doit avoir moins de 50 artistes entrepreneurs en direct. Même moins de 40, je pense. Alors, c'est quand même une tendance croissante, même chez nous, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Voilà, qu'on est appelé par des artistes qu'on adore, qu'on trouve super. Mais, et en plus, quand ça se passe bien, ce qui a été le cas chez nous, parce que je pense qu'on a bien choisi, c'est des aventures extraordinaires. Parce que en tant que distributeur, ça nous permet d'être quand même plus proche des artistes. On fait tous, quelque part, dans ces cas-là, on fait tous un peu. Quand ça marche, on fait tous un peu plus que notre boulot. C'est-à-dire que souvent, c'est un artiste, son management, et nous, en tant que distributeur, l'artiste, il a le profil et il va faire plus que son travail d'artiste. Le management va faire plus que son travail de management, et nous, on va faire plus que notre travail de distributeur. Et voilà. Et quand ça se passe bien, c'est une aventure qui est géniale, mais à notre niveau, on est obligé quand même, on a une économie, c'est extrêmement chronophage. Voilà, donc on ne peut pas en faire, il faut qu'on choisisse bien. Et même en termes de potentiel, sur les artistes en direct, on demandera toujours un potentiel un peu plus avancé, plus important, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, alors que avec un label, on peut très bien sortir, nous, des artistes vraiment débutants, des petits EP d'électro, des choses toutes petites, on n'a pas de problème avec ça quand ça vient d'un label, mais quand on signe un contrat en direct, il faut forcément que ce soit sur des profils d'artistes bien plus avancés. Vous parliez de proposer plus que de la distribution. Est-ce que vous faites ce qu'on appelle la distribution améliorée? Est-ce que vous offrez d'autres services officieux ou officiels, dans le sens où, comme vous dites, vous êtes très proches, donc peut-être que vous outrepassez des fois ce que vous devez faire. Voilà. Quels sont les services que vous proposez? Alors déjà, il n'y a rien d'officieux.
Il n'y a rien d'illégal dans ce que je dis, hein. C'est pas illégal, c'est juste que peut-être des choses que vous n'êtes pas censé faire, mais que vous le faites par amitié. Non, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le label services quand il s'agit de label et l'artiste services quand il s'agit d'artiste, nous, très sincèrement, c'est quelque chose qu'on a toujours pratiqué, ou la distribution améliorée. Pour moi, au départ, c'est le fait d'être très très présent, très disponible et très proche des artistes ou des labels. Et au-delà de notre métier de pure distribution digitale, qui est déjà un métier qui prend, avec pas mal de sous-disciplines à l'intérieur, c'est de les accompagner et de les conseiller sur leur partie label. Donc ça, c'est quelque chose je pense, qui fait partie des points forts d'Idol, sur lequel, parce qu'on prend le temps de le faire, hein, tout simplement. C'est pas parce qu'on est les seuls à savoir faire ça. On a toujours fait ça et on l'a fait de plus en plus. Pour moi, c'est presque l'essentiel de la partie artiste et label service. Et on le fait de plus en plus parce que quand on a un artiste, on va participer très fortement à toute sa stratégie, qui théoriquement est la sienne. La stratégie, son timing, ses choix, ses investissements marketing. On est alors, même si ça reste ses investissements marketing, puisqu'on est dans un deal de distrib, on est extrêmement présent là-dedans. Donc, moi, j'allais dire que c'est la partie la plus importante de ces services. Après, évidemment, on a rajouté plein de services. Le premier, c'était de rajouter la distribution physique, mais ça fait 10 ou 12 ans, pour les artistes ou les albums qui peuvent y prétendre. C'est tout un département qu'on appelle audience développement chez nous, qui gère tous les réseaux sociaux au sens très très large. Donc, en tant qu'outil de promotion pour les labels, en tant qu'outil de revenu, parce que en particulier YouTube est un très gros outil de revenu, et on a des équipes qui aident les labels à gérer leur chaîne. Et après, en tant que média, sur lesquels aujourd'hui, les 80% des investissements, ils sont surtout au niveau de nos labels indépendants, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont plus, sur les réseaux sociaux ou sur Internet, on va dire. Et ils sont beaucoup moins sur les réseaux traditionnels, radio, presse, télé. Donc, c'est tout un tas de services comme cela qui sont un peu à la carte, suivant les compétences et les besoins et les envies des labels. Ce sont des services qui sont développés par tous vos bureaux à l'international. Je crois qu'on n'en a pas parlé. Pour en parler rapidement, vous avez beaucoup de bureaux à l'international. Et Idol réalise d'ailleurs 70% de son chiffre à l'international. Oui. Alors, ça a été dès le début, l'international ? Oui, si on enlève les 3 premières années où c'était encore balbutiant, mais je pense que très vite, oui. Bien qu'à l'époque, sur les 5 premières années, je pense qu'on avait 90% de labels français. Et malgré ça, alors je pense de par la typologie de nos labels, parce qu'on a assez peu de chansons françaises, beaucoup d'électro, de jazz et de musique qui s'exporte, on a très vite eu cette proportion de 70% du chiffre, donc l'argent qui vient des plateformes, hein, l'exploitation de nos catalogues. On a très vite eu ce pourcentage, ce ratio, avec des petites variations suivant si on avait un gros succès en France ou pas. Voilà, et par le fait aussi que ça dépend pas de nous, c'est qu'on est sur une activité qui est beaucoup plus facilement internationale, c'est-à-dire que les plateformes nous donnent accès au monde entier, et d'ailleurs nous on ne signe quasiment que des contrats monde. On n'a jamais eu un contrat France, par exemple. On n'a jamais eu un contrat uniquement pour la France. Ça nous est arrivé d'avoir le contraire. Quand on a commencé à travailler avec La Femme, par exemple, qui était chez Barclay, La Femme nous a confié son international, c'est-à-dire la partie la plus difficile, mais nous, on était assez bons là-dedans et contents de le faire, même si en termes de chiffres, par rapport à ce qu'ils faisaient en France, c'était dérisoire. Donc, on a des contrats monde, on a toujours eu cette volonté de travailler beaucoup à l'international, on a le marché qui nous y aide et les plateformes qui nous y aident, et effectivement, depuis, on a monté des bureaux, on a... je sais pas, 15 ou 20% des effectifs maintenant qui sont à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne et en Afrique du Sud. C'est sur cette partie d'ailleurs qu'il y a le plus gros levier aujourd'hui, qu'on embauche le plus. Quand vous me demandez si les services, oui, ils sont proposés partout. Certains sont centralisés en France, pour des raisons pratiques. Et d'autres sont décentralisés. Les relations plateformes, par exemple, on a des personnes qui parlent plateforme dans chaque pays. L'audience développement, on a une très bonne équipe à Paris qui centralise ça et qui travaille avec tous les bureaux. Ça c'est une question d'organisation. Mais le plus important sur la partie internationale, pour terminer là-dessus, c'est que au-delà de la distribution digitale internationale qu'on fait depuis très longtemps,
Ce que nous a aidé à faire ces bureaux, c'est de faire beaucoup plus d'accompagnement à l'export aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au-delà de la pure distribution digitale, et là on en revient au service, hein, c'est de construire avec un label toute une stratégie. Alors ça peut être pour un artiste français, ça a été le cas pour l'Impératrice, de partir de zéro et de se dire voilà, le but c'est les États-Unis, avec le tourneur, avec le manager, avec le label, on va construire une stratégie tous ensemble pour aider l'Impératrice à conquérir entre guillemets les États-Unis. Et on a eu de très bons résultats. Ça peut être aussi pour aider un artiste anglais à être plus fort en France. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé. Et ça, c'est bien au-delà du digital, en fait. C'est un boulot de label, de service export. Autre service rapidement que vous êtes les seuls à proposer, c'est le Label Camp. Donc, c'est un service de technologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, oui, on n'est pas les seuls au monde. Non, ça vient du fait que en tant qu'agrégateur, comme une majorité d'agrégateurs, on a développé notre technologie en interne depuis le départ. C'est-à-dire toutes nos interfaces, nos serveurs, les applications, tout ce qui nous sert à stocker, envoyer la musique aux plateformes, tout ce qu'on va offrir aux labels pour qu'ils suivent leur vente, pour qu'ils uploadent la musique, etc. Toute la techno que nous utilisons ou que nos labels utilisent et nos artistes utilisent, ça a été développé par nous en interne. Et il se trouve que ça nous a beaucoup, ça fait partie de nos points forts quand même pendant de longues années. C'était un de nos points forts pour signer des labels parce que beaucoup d'acteurs traditionnels étaient très en retard sur cette partie-là. Et ensuite, ça va faire longtemps, ça fait plus de 10 ans, on a décidé, comme on avait une très bonne techno, de la proposer à d'autres. C'est devenu une activité secondaire. Ça s'appelle Label Camp. En fait, Label Camp, c'est le nom de l'interface qu'utilisent nos labels, et c'est aussi la marque qu'on commercialise. C'est une activité qui est complètement différente. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres distributeurs digitaux. Alors, en France, par exemple, ça va être Because, Vagram. En Europe, on a après Pias, Republic of Music. Bon, on a une quarantaine de clients dans le monde. Qui sont distributeurs digitaux, donc qui ont des relations directes avec les plateformes, mais qui n'ont pas la technologie pour stocker, envoyer leur musique, paramétrer, etc. Donc ça, c'est devenu la deuxième activité d'Idol, qui s'appelle la prestation technique, tout simplement, et qui, d'un point de vue stratégique, pour notre solidité, pour notre pérennité, est très importante, avec des perspectives encore intéressante. Donc après, on est 5 ou 6 sociétés à faire ça dans le monde. En France, on est les seuls. En France, oui, voilà. En France, on est les seuls. On est 5 ou 6 sociétés à faire ça dans le monde. Alors, il nous reste moins de 10 minutes pour évoquer les enjeux actuels du secteur. On peut pas passer à côté, notamment la question de la rémunération des artistes et le nouveau modèle artist-centric de Deezer. Alors, vous étiez pour passer du market-centric au user-centric, mais là, c'est un autre modèle qui est testé, l'artist-centric. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, parce que je sais que c'est technique et très compliqué. Oui, je vais essayer. D'abord, Idol, on a toujours défendu, depuis qu'on en parle, c'est pas si vieux que ça, le user-centric, c'est-à-dire le passage au user-centric qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent, puisque le modèle actuel de rémunération dans le streaming, dans toutes les plateformes de streaming, s'appelle le market-centric. Là, l'idée, ça serait de répartir l'argent utilisateur par utilisateur, de manière à ce que chaque abonné à un site donne l'argent, enfin que l'argent de chaque abonné aille aux artistes qui l'écoutent. Bon, pour le moment, c'est pas passé parce qu'il faudrait un accord unanime de tous les ayants droit, de tous les distributeurs. Et puis, comme vous l'avez lu depuis quelques semaines, cet été, il y a eu des discussions entre Deezer et Universal qui ont décidé de passer à un modèle qu'ils ont appelé l'artist-centric. Je pense que c'est une expression qui vient du patron d'Universal. Pour se caler sur le market-centric et le user-centric, qui avait une vraie signification pour le coup. Donc, que dire de ce market-centric? L'idée principale, c'est de dire que les sites de streaming sont quand même assez pollués par des catalogues de musique fonctionnelle, enfin qui ne viennent pas de vrais labels, oui, de bruit carrément, ou de musique fonctionnelle, etc., que c'est devenu, c'est dans des proportions hallucinantes aujourd'hui, que dans les 200 millions de titres qu'ont Spotify et Deezer, il y en a peut-être plus de la moitié qui ne viennent pas de vrais labels comme certainement vous en êtes aujourd'hui, quelque chose qui, à mon avis, sort de l'industrie du disque et qui finit par polluer, par diluer, etc. Donc ça, finalement, Major, Indé, on est assez d'accord là-dessus. Il y a les plateformes de do-it-yourself qui ont de vraies vertus, mais qui ont aussi permis ça.
puisque n'importe qui peut mettre de la musique sur des plateformes aujourd'hui. Alors ça part d'un petit artiste amateur à une boîte qui va produire de la musique au kilomètre et qui souvent va tricher derrière, parce que d'envoyer 100 000 titres à une plateforme si on ne triche pas derrière, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée c'est de lutter un peu contre ça, d'essayer de juguler ça et de juguler la fraude qui est de plus en plus importante. J'ai vu le chiffre de 7% de faux streams détectés. C'est ce qu'annonce Deezer actuellement. C'est ce qu'annonce Deezer, et le CNM annonce un taux plutôt entre 1 et 3%. Oui, mais l'étude du CNM, c'était sur 2021. Deezer en faisait partie. Donc on était entre 0 et 3% suivant les plateformes. Et Deezer, en 2022, annonce 7%. Spotify n'a pas encore donné de chiffres. Ce qui est très important de savoir, c'est que c'est des chiffres, 7% c'est énorme, et même 0,3%, on dit bon, ça va, c'est pas énorme. C'est la fraude détectée. Donc ça veut dire qu'il y en a toute une fraude qui n'est pas détectée et que le chiffre est forcément dessus. C'est comme si on parlait des chiffres du dopage, si en ne se basant que juste sur ceux qui se sont fait choper. Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui est très important. Donc pour revenir à l'artiste centrique, parce qu'après on peut parler de la fraude, le mouvement général il est là-dessus. Alors qu'est-ce que nous, c'est tout un tas de mesures qui vont dans le sens d'essayer de juguler le mieux possible cette surabondance de catalogues qui n'ont rien à faire sur les plateformes de streaming et la fraude qu'il y a autour, en gros. Ce que j'ai à dire là-dessus, bon, petite remarque, alors que nous on a été toujours très proches de Deezer, quand on a été les premiers à défendre le user-centric, on n'a pas été ravis que ce genre de discussion se joue principalement entre Universal et Deezer. On aurait bien aimé être un peu plus partie prenante. Et ça, on a eu l'occasion de se le dire avec nos amis de Deezer. Bon, ceci étant dit, quand j'ai regardé ce qui était fait, ce qui était pensé, à 90%, je pense que ça va dans le bon sens. On peut par exemple citer des boosters de rémunération pour les artistes qui reçoivent au moins 1000 écoutes mensuelles. Et de la part d'au moins 500 auditeurs. Il y a d'autres boosters, mais il y a surtout cette différence entre artistes professionnels, artistes pas professionnels, qui peut poser problème. Alors, qui moi me pose problème, et je vais quand même alors, du coup citer le reste, parce que il y a 2-3 critères. 4 minutes. Ouais, très vite. Il y a un principe de capping du nombre de streams qu'on compte sur ce qu'on appelle les heavy users, ceux qui écoutent énormément de musique et qui faussent un peu la répartition. Ça va un peu dans le sens du user-centric et c'est une très très bonne mesure, à mon sens. Il y a une surpondération des écoutes actives versus les écoutes algorithmées. C'est-à-dire qu'un stream va compter plus quand quelqu'un est allé chercher d'une manière ou d'une autre un artiste ou un morceau plutôt que quand ça lui est proposé dans l'automatisme d'après-écoute, dans l'autoplay. Bon, il y a une lutte plus avancée sur le streaming. Il y a 4 ou 5 mesures que je trouve excellentes. Il y en a une qui pose problème, même si elle part d'un bon sentiment, parce qu'elle est faite pour lutter justement contre ces faux artistes qui polluent les plateformes et qui nous pénalisent à tous. C'est la distinction entre artiste pro et artiste non pro, selon un certain seuil qui a été déterminé de 1000 streams par mois sur Deezer en France et 500 monthly listeners. Je pense que c'est mal pensé. Je pense que ça part pas d'un mauvais sentiment, mais c'est mal pensé, c'est dangereux, parce que on l'a vu, on va quand même y retrouver de vrais artistes professionnels dedans, très petits et qui vivent très très mal de leur musique forcément, parce que celui qui fait moins de 1000 streams, il gagne très 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 peu d'argent. Mais malgré tout, dans certains styles musicaux où les artistes, je sais pas, un petit artiste de rock, il peut vivre à 90% du live et du physique, il peut avoir des chiffres très faibles en stream, et dire à cet artiste, ben toi, t'es pas pro, donc tu gagnes rien, mais maintenant tu vas gagner 2 fois moins que rien, pour moi, c'est pas acceptable. Donc en fait, je critique pas l'objectif initial, mais je pense que je souhaiterais que cette mesure elle soit revue, mais tout en disant que cet accord, même s'il a été fait entre une major et la plus grosse en l'occurrence, et Deezer, il a beaucoup plus d'aspects vertueux que problématiques. 1 minute peut-être sur l'achat de stream, qui est vraiment un fléau qui touche et aussi les très grands artistes. Je sais que vous avez pas mal... Je crois que vous allez me dire que vous savez que je trichais. Ça ne me regarde pas. Non, je sais que vous avez pas mal étudié la question, oui. Vous exprimez beaucoup sur ça. C'est un fléau, comme vous dites. Il y a 2 grandes familles, si on veut séparer quand même. Effectivement, il y a une fraude sur le top, sur des gros artistes.
qui touche un peu plus le rap, soyons honnêtes, sans stigmatiser le rap, mais pas que. Voilà, pour plein de raisons. Là, on sait que ça existe. Les plateformes luttent activement contre ça. Mais bon, c'est totalement inacceptable parce qu'on est dans un modèle de répartition en stream qui fait que quelqu'un qui triche, il vole l'argent à ceux qui ne trichent pas. Quand on était dans le disque, celui qui allait acheter des disques pour faire monter son niveau au top, il dépensait son fric, mais il avait un faux classement au top, celui qui trichait, mais il volait de l'argent à personne. C'était pas très honnête quand même. Mais là, par contre, il y a un système de vase communicant qui fait que celui qui triche, il vole l'argent aux autres. Donc, et surtout sur des gros artistes qui gagnent bien leur vie, il y a un côté inacceptable. Et après, ça, pour moi, c'est le plus choquant. Mais après, finalement, on en revient à une des raisons de l'artiste centrique et au fait que les plateformes veulent aller encore plus loin, et nous aussi, c'est qu'il y a cette fraude massive sur d'énormes catalogues qui sont en dessous du radar. Parce que quand même, quand les artistes qui trichent, on en voit quelques-uns. En tout cas, on a des suspicions. Il y en a qui se font choper par les plateformes. Il y a quand même un truc visible sur la partie... sur ces énormes catalogues de musique fonctionnelle. Celui qui envoie 100 000 titres qui vont avoir 10 streams par mois et puis par la triche il les passe à 1000 streams par mois, personne ne le voit. C'est sur 200 millions de titres et il y a énormément d'argent, on sait qui est volé de cette manière. Donc c'est très compliqué pour les plateformes. Je sais qu'elles y mettent des moyens, ça coûte cher. Il faut qu'elles en mettent encore plus, il faut qu'on les aide, il faut qu'on soit partie prenante là-dedans. C'est d'où le soutien à 90% à l'artiste centrique. Voilà, c'est un vrai enjeu et un vrai combat. Alors, dernière question, comment voyez-vous l'évolution de votre métier ces prochaines années et aussi celle de votre société en termes de valeurs et d'éthique 30 secondes. Écoutez, sur les valeurs, c'est difficile de répondre en 30 secondes. Oui, je sais. Je peux dire qu'on a une boîte qui a des valeurs fortes et qui a une identité à part et que par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est peut-être ce dont je suis le plus fier. Voilà, pour le faire en 30 secondes. Plus que toute éventuelle réussite ou chiffre de quoi que ce soit, je suis fier de l'équipe qu'on a, des valeurs, de la cohésion, de plein de choses qui nous différencient des autres. Et pour les perspectives, on est dans un milieu qui est dur, avec une concurrence très forte, avec un environnement global très difficile pour tout le monde, je pense. Mais on a encore... En ce qui nous concerne, en tant qu'un des derniers indépendants au monde dans notre profession, je pense encore de belles perspectives et j'ai encore la foi et plein de choses à développer. Merci beaucoup Pascal Vuitard. Merci à vous.